L'activation reuse, on en a beaucoup parlé, c'est l'initiative la plus importante dans le domaine du réemploi. Et pour commencer cette séquence, j'ai le plaisir d'appeler Fabrice Pelletier, président de Go Réemploi, Yann Priou, directeur général de Bout à Bout, administrateur de Go Réemploi, et Alexis Dusanter, cofondateur et président de Bocoloco, également administrateur de Go Réemploi. Vous pouvez les applaudir. Merci à vous de me rejoindre. Vous pouvez vous installer ici. Les deux micros fonctionnent. La zapette est ici. Moi, je vais du coup vous laisser la place. Alors, quelques mots effectivement pour vous présenter les uns les autres. Fabrice Pelletier, vous êtes designer reconnu comme expert de l'éco-conception. Vous avez œuvré à accompagner le monde de l'emballage dans sa transition environnementale avec le souci de la performance opérationnelle. À vos côtés, Yann Priou, directeur général de Bout à Bout, entreprise experte du réemploi des contenants en verre, collecte, massification, lavage, contrôle et puis aussi tout l'accompagnement marketing essentiel à la mise en œuvre de telles boucles. Et puis Alexis Dusanter, vous êtes cofondateur et dirigeant de Bocoloco depuis 2019, des solutions technologiques expertes pour accompagner le développement et la mise en place à l'échelle du réemploi des emballages, notamment avec cette donnée clé qui est la data, justement. Alors tout d'abord, Fabrice, Go Réemploi, de quoi on parle exactement? Alors Go Réemploi, si on peut envoyer la... On a 2-3 slides pour expliquer. La zapette est là, voilà. Alors Go Réemploi est le fournisseur de services, donc qui a été retenu à l'issue de l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt de Citeo. Donc c'est un collectif. Nous avons pensé, avec mes collègues autour de la table, que l'ensemble de l'écosystème pour lancer le réemploi existait. Célia parlait tout à l'heure d'il y a 2 ans, 4 ans, de ce qu'était le réemploi. En fait, tous les acteurs faisaient un peu tout. Yann, laveur, faisait aussi bien le lavage tri-collecte, mais c'est lui qui mettait en magasin, qui récupérait, donc ils opéraient l'intégralité de la boucle. Alexis faisait la même chose et tout le monde, en fait, le réemploi se lançait. En fait, on a regroupé 5 entreprises expertes et chaque entreprise est restée dans vraiment son cœur de savoir-faire. Ça a vraiment 100% de sa compétence, c'est-à-dire le lavage, le tri pour Ola Consigne et Bout à Bout. Bocoloco, vous allez voir la SI. On a un logisticien et fournisseur d'emballage, Massy Conservor, et moi qui suis spécialiste de rien du tout, mais qui... un peu des emballages quand même. Voilà, un petit peu des emballages. Donc on a mis en place cette équipe pour... Ah mince, oui. Pour donc opérer cette boucle. Donc je rappelle qu'est-ce que la boucle de réemploi. Vous voyez, il y a fabrication des emballages qui sont fabriqués par des verriers, comme les emballages à usage unique et qui sont pour les Aircœurs commandés et appartiennent à Citeo. Et Citeo les envoie à un gestionnaire de parc qui va distribuer ces emballages comme on le fait pour de l'usage unique. Il va recevoir des commandes et il va livrer les metteurs en marché. Les metteurs en marché vont conditionner ces emballages. Ces emballages vont aller en magasin comme des emballages à usage unique. La seule différence, c'est qu'ils vont être accompagnés d'une consigne que va payer le consommateur. Cette consigne va être rendue au moment où le consommateur va ramener ses emballages. C'est là qu'aussi on va comptabiliser tout ça. On va récupérer ces emballages, les trier, les laver et les remettre sur le marché. Juste, on parlait d'emballage, il faut savoir, on a parlé des emballages Aircœur, donc qui sont les standards. Voilà un exemplaire, vous en verrez, mais effectivement, il y en a dans l'allée des tendances durables, il y en a chez Citeo et il y en a dans le village du réemploi. Il y a plusieurs emballages. Là, vous voyez, il y a il y a bouteilles de bière, il va y avoir des pots en verre, il y a une bouteille aussi pour les softs. Donc ça, c'est les emballages standards. Pour faire simple, un emballage standard, c'est un emballage qui va être rempli par un metteur en marché, qui va être récupéré
quand ça sera national, toute la France, et qui va être lavé au plus proche de l'endroit où il est récupéré pour être relivré à un metteur en marché au plus proche de l'endroit où il était lavé. C'est-à-dire qu'un emballage, il va pouvoir aller de la Bretagne dans les Alpes, être lavé dans les Alpes et reconditionné dans les Alpes pour retourner en Bretagne ou dans l'Est de la France. Et comme ça, il va pouvoir faire des boucles optimisées. Nous avons aussi les emballages RVR, Réseau Vrac et Réemploi. Donc Réseau Vrac et Réemploi a un catalogue d'emballages réemployables, essentiellement des bières et du vin, de l'eau et des softs. Et puis vous avez les emballages qu'on appelle iconiques, qui sont les emballages des marques, donc la bouteille de Lorina, la bouteille de Despé, les bouteilles d'Evian Badois ou Café de Paris, qui sont des emballages qui appartiennent aux marques et qui sont réemployables. La parole, Fabrice, à Yann pour la suite de la présentation. Alors, comment est organisé Go Réemploi ? Eh bien, comme Fabrice l'a expliqué, donc Go Réemploi, on s'est associés ensemble pour opérer la boucle reuse, et en fait, on a au sein de la société plusieurs expertises. Donc en fait, pour dérouler les choses, on a tout le dispositif est construit autour du système d'information de GIR, mais je laisserai Alexis vous en parler, il en parlera beaucoup mieux que moi. Et derrière, après, on a plusieurs étapes. Et en fait, pour revenir sur ces étapes, je vous propose de les dérouler dans l'ordre. Donc la première étape, c'est la gestion du stock. On a un certain nombre de volumes qui sont disponibles, donc des volumes neufs. Pour l'instant, il y a 2 bouteilles Aircœur disponibles, 1 litre fraîcheur, la bouteille transparente que vous voyez là, et la grande bouteille de bière 75 centilitres. Ce sont les 2 premiers formats qui sont disponibles. Et quand il s'agit de ce format-là, donc les industriels en fait contactent Go Réemploi et peuvent être livrés avec des palettes de bouteilles neuves. Et donc là-dessus, on s'appuie sur les entrepôts et la logistique de Massilly Conservor. Ensuite, on a aussi toute une grille de prix pour pouvoir apporter la solution à l'ensemble des emballages, comme le présentait Fabrice. Donc on a une grille de prix pour les emballages Aircœur. Pour les emballages RVR, il y a 2 solutions. Soit la boucle est complète et les industriels peuvent faire appel à Go Réemploi pour la totalité de la boucle, y compris la partie massification, tri et lavage, et j'y reviendrai. Soit on peut aussi s'arrêter juste à la partie tri et renvoyer les emballages chez l'industriel qui peut les laver lui-même. Et c'est la même chose pour les emballages iconiques. On pense à certains metteurs en marché qui sont eux-mêmes équipés de leur système de nettoyage. Et donc du coup, dans ce cas-là, on collecte, on trie et on renvoie les emballages pour se faire laver. Quelques éléments, donc pour gérer la boucle, on a aussi tout un dispositif. Donc là, j'étais plutôt côté metteur en marché, comment ils accèdent aux emballages. Là, on va plutôt être sur la partie magasin et accompagnement des magasins. Donc il y a plein d'étapes et je sais que Thelma de la coopérative Vue intervient juste après, donc elle pourra vous en reparler. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que Go Réemploi, avec le support de Citeo et des enseignes, on accompagne les magasins pour qu'ils puissent équiper leur rayon de PLV, donc publicité sur lieu de vente, tout ce qui est montant de consigne associé au produit. Et puis derrière, il y a des machines de déconsignation. Il y a 2 technologies de machines de déconsignation qui sont utilisées, soit des douchettes, donc pour les magasins de petite surface qui n'ont pas la place de mettre un automate, ça peut être juste une douchette avec un bac en plastique pour récupérer les emballages à la main, à l'accueil. Ou sinon, la plupart des magasins sont équipés de ce type d'automate. Il y a plusieurs fournisseurs et on a en fait là, les emballages qui sont mis en mélange dans des box en plastique. Donc voilà, donc ça c'est le parcours client en magasin. C'est une étape clé. On a eu beaucoup de choses, beaucoup de communication. On a encore beaucoup d'enjeux sur ce point-là. Et d'ailleurs, on a un point dans les mois à venir, là, au début d'année prochaine. On va continuer la sensibilisation, la formation, parce que on le répétera pas. Enfin voilà, il faut vraiment embarquer les consommateurs et travailler sur l'explication du dispositif, l'adoption de ce nouveau geste. Voilà, réflexe. Ensuite, pour être plutôt à l'arrière du magasin, on a, une fois qu'on a les machines, donc là c'est une autre technologie de machine qu'on voit, on a des bacs en plastique qui ont collecté les emballages, et donc là-dessus, nous on réintervient pour collecter, massifier les emballages et les trier.
l'opération de tri est essentielle parce qu'en fait, on récupère un mélange de bouteilles et de pots. Et donc, on a une première étape qui est de retrier les emballages. Et enfin, donc, bout à bout, nous, merci Pierre, tu nous as présenté, on est opérateur de réemploi depuis 2016. Donc, on est un des pionniers du retour de la consigne en grande surface. Mais en tout cas, on opère aussi aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est les opérations. C'est le tri des emballages et c'est le lavage des emballages. On a une usine à l'ouest de la France qui est très capacitaire et qui, comme on le disait, pour pouvoir rassurer et garantir la sécurité aux industriels, mais aussi aux consommateurs. On a fait des gros investissements en 2023 et là, on est en train de continuer ces investissements pour voir un système de lavage et une maîtrise de nos systèmes qualité qui soit vraiment conforme aux standards de l'industrie verrière et de l'industrie agroalimentaire en général. Voilà en quelques mots et je vais laisser la parole à Alexis pour vous parler du système d'information et de la data. Voilà, c'est le point central et névralgique. Alors Alexis, la plateforme GIR. Oui, vous l'avez compris, il y a plein d'étapes dans cette boucle. Il y a plein de moments et il va falloir faire coopérer tous les acteurs qui interviennent sur la boucle. Et c'est ça l'enjeu en fait pour que à la fin il y ait un modèle opérationnel qui soit économiquement, écologiquement viable. Et donc l'intérêt de la plateforme GIR, c'est effectivement de faire coopérer tous ces acteurs et d'arriver à optimiser le schéma opérationnel de la boucle de réemploi. Et dans le même temps, d'arriver à faire transiter une consigne financière, puisque là on parle des flux opérationnels, mais il y a du coup la consigne financière qui transite d'acteur en acteur, de faire en sorte que ce modèle soit équilibré d'un point de vue économique. Et donc, je le disais Pierre, récupérer de la donnée, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui l'enjeu c'est de pouvoir apprendre sur cette boucle. C'est que vraiment chacun tire les bons enseignements pour adapter ses capacités, ses magasins, son offre, sa PLV, etc. Exactement. Et pour illustrer, un film qu'on peut lancer sans le son pour commentaire en live. C'est parti. Alexis. Ah, c'est à moi de commencer. Oui. Ok. Donc là, c'est un peu l'explication de comment fonctionne GIR. Donc l'idée, c'est vraiment que GIR soit, on va dire, la plateforme qui vient faire en sorte que tout le monde coopère autour de cette boucle. L'idée, c'est vraiment que la boucle soit robuste, fiable, que la donnée soit sécurisée. Et donc on a des interfaces dans cette plateforme qui permet aux fournisseurs de services Go Réemploi, qui permet aux magasins, qui permet à l'enseigne, qui permet aux metteurs en marché de pouvoir interagir et d'agir au bon moment dans la boucle. Et derrière, GIR donc, collecte de la donnée en temps réel, donc notamment la donnée qui remonte des automates de récupération en magasin, qui nous permet, nous, de bien piloter cette boucle d'un point de vue opérationnel, de l'optimiser et de faire en sorte que, encore une fois, l'emballage soit tracé sur chaque étape et que nous, on arrive, en tant que Go Réemploi, à bien opérer cette boucle de réemploi. Voilà. Merci Alexis, c'est très clair. Merci à vous pour la présentation effectivement de Go Réemploi et de cette boucle opérationnelle. Ça fonctionne. On va y revenir, on en discutera lors de la partie table ronde. Pour poursuivre cette séquence, je redonne la parole à Sophie Nguyen, directrice développement du réemploi pour Citeo. Cette boucle, cette action de Go Réemploi, évidemment, joue un rôle central dans un dispositif, une initiative Reuse dont on a évidemment dit quelques mots en introduction. L'idée, eh bien là, c'est de revenir sur le lancement. Allez, en images et dates clés. Oui, la présentation de Sophie, c'est la suivante. Elle va se lancer. Au moins pour revenir déjà sur les dates clés, on a beaucoup œuvré en amont, puisque la démarche elle s'est lancée en mai 2023 pour assurer un lancement opérationnel sur l'année 2025. On a eu une première inauguration dans le premier magasin U le 12 juin, qui a été suivi de près en juillet par le premier magasin déployé Intermarché. Et puis ensuite, on a fait visiter les magasins pilotes par des éco-organismes européens. On peut être fier de savoir que on commence à inspirer d'autres pays. Au début, on nous disait il faut qu'on fasse comme en Allemagne. Bientôt, les gens ils vont dire il faut qu'on fasse comme en France. Belle perspective.
On a partagé les résultats de ce premier lancement en Reuse Day, qui est un peu nos rendez-vous biannuels sur cette démarche. Et puis on a eu une inauguration du premier magasin Carrefour. C'était au début du mois d'octobre. L'objectif, c'est évidemment de pouvoir continuer ce déploiement. Je vais revenir sur l'AMI récupération, mais déjà, en images, on a bénéficié d'une très bonne couverture presse. On est vraiment très content de la presse régionale, de la presse nationale. La ministre Agnès Pannier-Runacher, qui était avec nous pour l'inauguration du magasin Intermarché, forcément, ça aide à faire parler du projet. On est très content. Maintenant, sur les premiers chiffres du déploiement, donc vous avez vu, hein, c'est très récent. Les premiers produits sont arrivés juste avant l'été. L'été, en plus, la période estivale, c'est vraiment une période très particulière. Et là, on est quasiment dans la pré-période de Noël. Donc, on se donne vraiment plein de petits challenges à relever. Les chiffres, c'est donc 176 références aujourd'hui, donc des produits qui sont disponibles pour être référencés par les magasins. Dans les faits, on est plutôt autour de 108 produits différents qui sont mis en rayon et donc 68 en plus disponibles sur le catalogue. Donc on est content, il en faut plus, mais on est content. 33, ces produits, ça représente 33 metteurs en marché qui se sont préparés pour être référencés et 27 qui le sont déjà. En termes de produits, on est globalement sur des grands formats. Les grands formats sont consignés à 20 centimes, les petits à 10. Et donc, on a une majorité de grands formats donc avec la consigne à 20 centimes par emballage. Et puis surtout, si on regarde le déploiement des magasins, 369 magasins engagés et quasiment 300 magasins actifs. Actifs, ça veut dire que vraiment tout a été déployé. La PLV est là, les produits sont là, les équipements de récupération sont là, les équipes sont formées. Bientôt les animations en magasin pour pouvoir créer encore plus le momentum. Mais on est déjà sur quasiment 300 magasins déployés. À notre connaissance, on n'avait jamais fait autant en si peu de temps. Donc on est vraiment très content parce que c'était un sacré défi. On a un peu brusqué tout le monde, mais on y est arrivé sur le lancement. Et maintenant, il faut la suite. Oui, et puis pour les marques comme pour les enseignes, une couverture médiatique aussi qui a donné un grand boost en termes de notoriété. Et on avait mis quelques extraits de la presse papier, de la presse aussi télé et radio, nationale et régionale. On a même eu tout un documentaire diffusé sur France 5 qui reprend l'ensemble de la boucle et la démarche. Donc on est vraiment très content sur la couverture médiatique. C'est clair, Sophie, un déploiement effectivement très rapide, du jamais vu en tout cas en France pour le réemploi, avec des retombées importantes. Quels enseignements pour les metteurs en marché, les enseignes, les industriels, les marques engagées? J'ai le plaisir de donner la parole à Thelma Roy. Vous pouvez l'applaudir, chef de projet emballage et réemploi pour Coopérative U. Et Alexandre Maria, directeur marketing chez Geyer, marque de limonade artisanale Lorina. Alors, merci effectivement de vous associer à cette table ronde. Alexandre, vous êtes très sensible à ces enjeux de vrac tout d'abord, et puis de réemploi progressivement au fur et à mesure de votre carrière. Thelma, de votre côté, vous êtes sur un rôle charnière au niveau de l'emballage pour la coopérative U. Le réemploi, allez, on va se le dire, c'est l'essentiel de vos journées. L'un comme l'autre. Tout d'abord, première question, avant de parler des enseignements, c'est au fond le pourquoi, parce que c'est bon aussi de revenir finalement à ce qui motive votre action. Thelma, qu'est-ce qui fait qu'on s'engage dans une initiative comme Reuse ? Ce qui nous a poussé au début à se lancer, c'est la réglementation. En toute transparence, on avait la loi AGEC qui nous donnait des objectifs assez ambitieux sur le réemploi. Des objectifs assez ambitieux sur le réemploi. Donc on est tout de suite allé voir en Alsace, parce qu'on a des magasins qui n'ont jamais arrêté de pratiquer la consigne sur un modèle historique. Donc ce qu'ils font, ça marche depuis les années 80, enfin ils ont jamais arrêté, mais on s'est vite rendu compte que ça ne serait pas scalable. Au vu des objectifs qu'on a, on ne peut pas demander à tous les magasins de s'équiper de la sorte et de mettre en place une logistique pareille.
Donc on s'est vite dit, on va monter des expérimentations qui seront peut-être pas optimisées à petite échelle, mais on va pouvoir apprendre et partager nos apprentissages avec le collectif pour tendre vers quelque chose qui pourrait convenir et qu'on pourrait déployer au national dans tous nos magasins. Ah oui. Et donc ces expérimentations, allez, je me tourne vers Alexandre avant de vous redonner la parole. Est-ce que pour vous, c'était un petit peu le même constat? Il a fallu expérimenter avant de se lancer dans Reuse? Alors oui, indispensable de s'expérimenter. Et nous, l'élément déclencheur, il y a en partie la réglementation, effectivement, parce que cette contrainte, nous l'avons tous. Et c'est aussi la contrainte des matières premières qui a été pour nous le vrai fait déclencheur. C'est-à-dire des matières premières? C'est-à-dire qu'en 2023, au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, avec la Russie, grosse pénurie de verre en France. On a été nombreux à en pâtir. Et nous, quasiment pendant 3 mois, on n'a pas été capable de vendre du tout notre bouteille en verre de limonade. Et là, le réflexe a été de se dire mais c'est totalement idiot. En fait, on en met en place des millions, on en vend des millions d'exemplaires. Même si on en retrouvait un tout petit peu, on pourrait les réemployer. Et donc, c'est plutôt ce phénomène-là qui nous a fait nous intéresser à la question du réemploi pour démarrer. Thelma, qu'est-ce qui a été mis en œuvre concrètement? Reuse, je sais, Coopérative U, qu'est-ce que ça représente? Reuse, pour nous, c'est un pilote, parce qu'il est censé être un peu plus abouti que d'autres expérimentations qu'on a menées et qui ont été citées sur les barquettes, sur les seaux et d'autres qu'on a. Donc c'est un pilote qu'on veut tester à plus large échelle, parce qu'aujourd'hui, on a 136 magasins versus des tests qu'on faisait à hauteur de 10 ou 15. Et qu'on espère, comme il est collectif, pourra passer à l'échelle parce qu'il montrera ses... Faire ses preuves, voilà. effectivement. Mais oui. Qui fera ses preuves, c'est ça. Et pour ça, il y a une offre. Est-ce qu'on peut parler de l'offre qui est présente? Oui, donc nous, on a 25 références aujourd'hui qui sont référencées par la centrale, donc 5 références à notre marque, donc, dont une ici. Donc on a 3 références de jus, une soupe de poisson et de la limonade. On avait déjà fait des tests sur des produits consignés dans R3 Pack où on s'était un peu cassé les dents parce qu'il n'y avait pas de standard et c'était pas simple. Du coup, pour nous, ça faisait sens tout de suite. On voulait aller vers le standard parce que tous nos fournisseurs pourraient passer Solide Fraîcheur sur leur ligne. On a fait le choix aussi de rajouter, bien jouer le jeu du violet pour que ça soit visible en rayon. On a jusqu'à la capsule qui manque, mais on a essayé de jouer de la tête aux pieds le violet sur la bouteille. Le but, c'est de créer un nouveau code marché dans nos rayons. Donc, comme le bac jaune, aujourd'hui, on sait que c'est le tri. On voudrait entériner que le violet, ça devient le réemploi dans nos magasins. Oui, effectivement. On va revenir effectivement sur les observations, les leviers clés. Mais juste quand même, le parti pris au niveau de l'implantation en magasin, dans quel rayon? Sachant que, je le rappelle, s'il y en était besoin, Coopérative U, c'est un réseau d'indépendants. Donc, est-ce que c'est véritablement uniforme? Non, c'est pas uniforme. Nous, Centrale, on fait des recommandations. Le parti pris, c'est de se dire que le client il cherche un produit, pas forcément un emballage. Donc, c'est de mettre le produit dans le rayon d'origine, ou si le client cherche un jus d'orange, il a aussi l'option réemployable à côté. Après, sur le réseau, on sait que c'est hétérogène. Pour le lancement, il y a des magasins qui font des têtes de gondole. C'est aussi bien pour présenter l'offre au lancement. Mais l'idée, c'est de le rapatrier dans le rayon d'origine. Ouais, entendu. Alexandre, différentes expérimentations, l'appel à candidature pour Go Réemploi, Reuse, vous y avez été parmi les premiers. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre? Alors effectivement, ce n'était pas tout à fait nos débuts en matière de réemploi. Quand on s'est posé la question, comme je le disais tout à l'heure, suite à cette rupture de verre, on a commencé à regarder ce qui pouvait exister en matière de boucles qui tournent. On a commencé par plusieurs expérimentations, notamment, je vois Hugues là-bas par l'expérimentation de Pétrel. Hugues Pelletier. Et Hugues Pelletier, absolument, par Pétrel sur toute la région parisienne, où là, ça nous a permis de tirer beaucoup d'enseignements, de commencer à boucler la boucle, de trouver les partenaires qu'il fallait. Nous, on pensait un petit peu naïvement au tout début qu'on pouvait le faire tout seul, pour être honnête. Très présomptueux de notre part. C'est intéressant parce que justement, vous en êtes revenu. On en est tout à fait revenu parce qu'effectivement, il nous faut des magasins partenaires, il nous faut un circuit logistique, il nous faut des machines, etc. Et puis très vite, on se rend compte que économiquement, ça n'a aucun sens et écologiquement non plus. Donc voilà.
voilà, c'est tout autant d'initiatives qui nous ont permis d'apprendre, de commencer à boucler la boucle avant de penser à élargir et effectivement nous rendre capables de pouvoir entrer dans Rius. Une précision sur eh bien, le contenant, sauf erreur, la limonade c'est gazeux, et sauf erreur, il n'y a pas encore de bouteille Harker pour les boissons gazeuses. Alors il n'y en a pas encore, mais c'est en cours de développement. Effectivement, c'est en cours de développement. Il y a Brice et Sophie acquiescent vivement. Sophie acquiesce. Et on a réalisé un certain nombre de tests pour pouvoir le penser aussi demain. Ça ne devrait plus tarder maintenant. Les tests étaient plutôt concluants. Bon, eh ben merci en tout cas déjà d'avoir présenté vos engagements, ce que vous avez mis en œuvre. Passons à la partie débat. Essayons de tirer déjà de premiers enseignements. Au fond, allez, je me tourne vers vous, Thelma. Comment se passent les premières collectes sur le plan purement technique? Et on parlera des comportements des consommateurs et voilà, du volet aval dans un second temps. Les premières collectes se passent bien. Ça a été un challenge de faire toutes les formations magasins, les équiper parce qu'ils sont très nombreux. Mais maintenant qu'on a fait tous les webinaires, quand il y a eu des visites en magasin, tout suit son cours finalement. Donc on sait qu'on va avoir beaucoup de rappels pédagogiques à faire et des animations auprès des collaborateurs. Mais pour l'instant, ça déroule. Alexandre, un point clé peut-être pour vous, metteurs en marché, c'était l'enjeu du lavage. Comment vous avez appréhendé ces débuts? Alors effectivement, c'est un vrai enjeu que beaucoup de gens se posent pour entrer dans le réemploi. Comme beaucoup d'entreprises, avant les années 80, dans la boisson, on savait laver nos bouteilles, parce qu'en fait, tout simplement, la question ne se posait même pas. Le verre n'était pas encore qualifié de perdu, c'était juste du verre, et du verre qu'on réemployait. Mais tout ça a disparu au cours des années 80. Toutes les unités de lavage en France, à part pour les très grosses entreprises ou à part pour les fabricants qui ont encore un volant d'affaires intéressant dans le circuit du CHR, plus personne n'a d'unité de lavage. Et on a la chance en France d'avoir un tissu industriel qui est récent, qui est né sur des unités de lavage mutualisées, très performantes, très suivies par Citeo, avec des standards de qualité qui sont tout à fait rassurants pour des industriels. Et en fait, c'est ce circuit-là auquel nous, on a adhéré parce qu'on n'avait plus ces capacités en interne. Ah ouais, c'est clair. Alexandre, je me tourne vers Yann forcément et puis Sophie. Ces standards, justement, que vient d'évoquer Alexandre, quels sont-ils? Quelles sont les évolutions? Pour l'instant, c'est ce que je disais, on a 2 standards qui sont sortis, donc le litre fraîcheur et la bière 75. Et pour parler des perspectives, je vais plus... Non, je parlais sur le lavage. Sur le lavage, les standards de lavage, excusez-moi. Donc il y a plusieurs choses. Citeo a construit une grille d'audit pour définir en fait les paramètres clés critiques, et en fait avec les laveurs, enfin tout l'écosystème, on a challengé, on a co-construit une grille d'audit. Ensuite, il y a un deuxième document qui est en cours de préparation, qui est un guide de lavage. Qui a été fait, et puis on est dans une démarche aussi d'amélioration continue, et donc du coup Citeo a lancé aussi un plan de financement pour la mise en conformité des sites de lavage. Alors il faut que les sites puissent être suffisamment dimensionnés pour répondre aussi aux enjeux d'économie d'échelle. Enfin, l'enjeu du réemploi, c'est un enjeu de volume et d'économie d'échelle. Donc en fait, il faut des tailles critiques d'unités. Nous, l'usine, elle tourne à 10 000 bouteilles par heure. Donc c'est ce qui permet vraiment de venir réduire le coût du lavage unitaire pour chacune des bouteilles. Donc voilà, et derrière, c'est tout un travail sur le séchage, le contrôle, la détection des mésusages, les capacités à écarter les bouteilles qui ne seraient pas capables de refaire un second cycle. Voilà, c'est toutes ces technologies-là qu'on a déjà et qu'on est en train de continuer de développer. Sophie, un complément, si je comprends bien, il y a un référentiel et des laveurs qui sont sélectionnés, c'est ça ? Oui, je voulais juste faire un complément. Sur la méthode, c'est nous qui avons publié la grille d'audit. Elle a intégralement été construite avec les industriels. Quand on a lancé la démarche en 2023, la première chose qu'on a faite, c'est des ateliers à n'en plus finir.
Voilà, tout le monde est d'accord. Et parmi les sujets que l'on voulait mettre en commun et qu'on a vraiment écrit à 70 mains, il y avait celui des exigences pour le lavage. Et donc on avait la chance d'avoir certains industriels qui lavaient déjà leurs propres emballages pour le circuit CHR, qui ont vraiment abondé en nous ouvrant leurs livres. Et c'est cette grille-là qui est née de cette collaboration. Donc je voulais préciser ça. Et ensuite, oui, tout à l'heure, je mentionnais la feuille de route lavage. Alors la feuille de route lavage, elle va un peu plus loin que Reuse. Mais l'idée, c'est d'avoir par format et par matériau une feuille de route vraiment très précise sur qu'est-ce qu'on va chercher en termes de technique. Yann mentionnait le mirage, la capacité à pouvoir écarter les emballages à risque, identifier les mésusages, etc. Il y a ce volet-là, évidemment, dans la feuille de route lavage. Il y a aussi, ce que je mentionnais rapidement tout à l'heure, le fait d'avoir un déploiement des capacités de lavage qui soit cohérent avec le déploiement des volumes d'emballage à laver. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très... qui est clé, puisque c'est à partir de là qu'on va pouvoir pérenniser la filière. Je pense qu'on le sait tous ici, c'est une activité qui est compliquée. Et comme souvent dans les activités industrielles, on investit, on a des capacités qui sont... On est en surcapacité jusqu'à ce que les volumes arrivent. Et on demande beaucoup de patience aux laveurs depuis plusieurs années maintenant. Et donc on essaye de contribuer à une meilleure planification. Donc on a vraiment l'aspect technique et l'aspect capacitaire dans cette feuille de route lavage. Encore un mot sur la boucle opérationnelle, Fabrice, Alexis. Fabrice, cette boucle, en tant que président de Gorée Emploi, vous la vivez de l'intérieur, ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Lorsque l'offre, comme d'ailleurs cette étiquette, et je parlerai de l'étiquette qui est extrêmement importante, est faite quand les magasins ont la PLV, on observe des taux de retour qui, en tout cas chez eux, qui nous étonnent. On est à des taux de retour qui sont vraiment des taux de retour presque plus hauts que ce que nous imaginions au départ. Donc on ne peut pas encore les communiquer puisqu'on attend que ça soit consolidé, mais je peux dire qu'au bout de 4 mois, certaines références remontent et remontent très fort. Donc on a analysé un petit peu ça et on se rend compte que l'étiquette, par exemple, et là on a un modèle qui est assez bien fait. Thelma disait quand il y a du violet, quand il y a les capsules violettes, quand aussi il est bien écrit qu'il faut rapporter la bouteille. On va même aller jusqu'à rajouter le montant de consigne, c'est-à-dire que cette étiquette, cette bouteille, par rapport à une bouteille à usage unique, elle a pour particularité d'être auto-vendeuse de la consigne et du réemploi dans le magasin, mais de rappeler au consommateur quand il est chez lui, quand la bouteille est dans son placard depuis quelques jours ou qu'elle est vide, et attention, celle-ci, elle n'est pas à jeter, elle a une valeur, elle vaut 20 centimes, donc ramène-la. C'est une bouteille qui a un prix, qui a un coût et qui a un coût qu'il a payé. Donc on est en train de travailler aussi sur ces bouteilles. Aujourd'hui, alors c'est pas en tant que président de Gorée Emploi, je fais pas de la méthode Coué, bon, je pousse le réemploi, mais oui, ça fonctionne. Il nous faut des bonnes étiquettes, du volume et les opérations fonctionnent. Oui, alors Alexis, comment l'illustrer sur le plan tout simplement des connexions à la plateforme GIR? J'imagine que voilà, ça bourdonne chaque jour. Mais ce qui est intéressant, et ce que tu disais Sophie tout à l'heure, c'est qu'il y avait avant des Reuse Day qui nous réunissaient tous, et maintenant effectivement à travers la plateforme Gear, on voit qu'au quotidien, tout cet écosystème est en train de se connecter à la plateforme et opère au quotidien les différentes étapes. Donc c'est ça qui est beau à voir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point il y a des volumes qui sont maintenant exponentiels, d'actes de retour, de collecte en magasin, d'étapes de tri, de lavage. Donc nous, on arrive avec Gear à effectivement voir tout ça. Et ça, c'est assez chouette, c'est beau. Alors, c'est entendu pour la boucle opérationnelle. Pour autant, essayons de déterminer quels sont les axes de progrès. Il y en a forcément tellement. Un point sur à la fois la visibilité en rayon, l'aspect animation et puis l'offre est-elle suffisante?
Non, clairement, il faut plus d'offres, on le sait, il faut que ça soit visible en rayon pour pouvoir toucher tout le monde. Plus on aura de produits, plus on va toucher de citoyens et les sensibiliser au réemploi. Donc c'est un sujet on prête fortement attention et le commerce est très mobilisé chez U pour trouver de plus en plus d'offres consignées. Après, sur l'animation et la communication, on sait que c'est clé. Il y a de grosses campagnes menées par Citeo, mais on sait qu'il en faut beaucoup parce que le geste de tri, il a fallu 30 ans pour l'inculquer. Là, le réemploi, il va falloir le marteler finalement, expliquer ce que c'est qu'une consigne, expliquer ce que c'est que le réemploi. Et tout ça, ça ne peut pas être porté que par de la PLV, qu'on s'efforce de mettre comme il faut. Mais voilà, il va falloir faire de l'animation en magasin plusieurs fois, être pédagogique. Et petit à petit, on espère que ça va se développer. Ouais, Alexandre, finalement, est-ce qu'un enjeu clé, quand on est une marque comme Lorina, c'est l'enjeu de la différenciation du réemploi versus voilà, le jetable? Oui, la différenciation est clé et j'ai envie de dire la bonne nouvelle, c'est que finalement les recettes pour l'économie circulaire, à mon avis, sont les mêmes que pour l'économie linéaire. C'est-à-dire que Thelma a parlé de la visibilité en rayon, de l'offre, de la bonne compréhension. Fabrice a parlé de l'emballage, la clarté de l'emballage et effectivement sa différenciation par rapport à de l'offre qui serait à usage unique. Mais autour de ça et au-delà de ça, on peut penser évidemment activer tous les mêmes leviers que l'usage unique, comme la promotion. Citeo a des campagnes de publicité à aujourd'hui, c'est absolument clé. Nous, on a réalisé un certain nombre d'opérations aussi d'influence, ne serait-ce que pour apporter de la pédagogie, expliquer comment ça fonctionne et surtout, je pense, crédibiliser la boucle de réemploi. On sait aujourd'hui que de gérer et d'appuyer sur cette dimension de la crédibilité, on vous assure que cette bouteille va être lavée et réemployée. Ça améliore la confiance dans le système et ça réconforte dans le geste de tri. La bonne nouvelle que nous a appris Citeo très récemment était de dire que finalement 93% des consommateurs sont prêts à passer au réemploi en France. Oui, une forte intention, mais on le sait aussi, on sort voilà, d'une période d'inflation qui a augmenté la sensibilité au prix des consommateurs. Thelma, cet enjeu du prix, il est évidemment central. Quel est votre parti pris en termes de positionnement ? Oui, le prix est central. Nous, notre parti pris, c'était de se dire que le produit consigné, il doit être au même prix au litre que l'usage unique quand c'est comparable en rayon à minima, ce qui aujourd'hui est permis grâce aux subventions de Citeo. Hein. Mais pour ne pas faire une distorsion dans les prix, on s'est aligné comme ça. Alors, prix de la consigne compris non, ou non, hors consigne. Voilà, d'accord, hors consigne. Alexandre, qu'est-ce que ça a comme implication, effectivement? C'est évidemment ce côté comparatif en rayon, réemploi versus usage unique. Alors, c'est absolument clé. Hein, ce point, c'est un point d'entrée, pour moi, sine qua non. Il faut qu'on arrive à rendre cette offre réemployable au moins aussi attractive que l'usage unique. Et ce que ça implique d'être assez précis sur son estimation des coûts et sur la dimension économique globale de la boucle de réemploi. Aujourd'hui, de façon extrêmement brute, un retour, un lavage, etc., enfin toute l'opération de logistique inversée par rapport à une bouteille neuve, ça reste plus cher en fait. C'est-à-dire que la bouteille neuve reste moins chère que le fait d'en ramener une et de la laver. Et là, tout vient l'intérêt de la massification de ce qu'on est en train de faire. Évidemment, on pâtit du fait qu'on se lance, en gros, et que tout ça n'est pas encore, n'a pas atteint les économies d'échelle suffisantes. Et comme le soulignait Thelma, il y a des subventions de Citeo qui existent et qui permettent à aujourd'hui de rendre ce modèle le plus intéressant possible économiquement et viable pour le faire fonctionner de façon à passer à l'échelle. Voilà. C'est clair, Alexandre. D'abord, la parole à Yann, parce qu'effectivement, Bout à Bout, évidemment, est au cœur de cet enjeu sur le prix des bouteilles.
Oui, absolument. Plusieurs éléments. Effectivement, aujourd'hui, les outils industriels dont parlait Alexandre, qui sont présents un peu partout en France, sont pas saturés. Et donc, on est au démarrage d'une nouvelle filière, enfin du retour des filières. Et donc, c'est tout l'enjeu, quelque part, du volume pour écraser les charges et assurer le fait que, juste à grande échelle et dans le CHR, on consomme tous, quand on va dans un restaurant, de l'eau ou des boissons qui arrivent en emballage réutilisable. Les industriels qui ont gardé les technologies de lavage chez eux, en internalisé, l'ont fait pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons économiques. Ça coûte moins cher de laver une bouteille en verre que d'en refabriquer une. Et je tiens à préciser aussi que quand on parle du réemploi, on parle aussi de réancrer la valeur et les choses sur les territoires. On importe aujourd'hui en France 40% de nos emballages en verre. Oui. C'est-à-dire qu'on a besoin de payer. Parfois, ça peut venir de très loin, hein, de Turquie, de Chine. On a vu des flux qui arrivaient d'assez loin. Et donc, on a une belle industrie verrière en France qu'il faut favoriser. Mais aussi, le réemploi peut être une capacité à réancrer les bouteilles et puis à régénérer de la valeur sur les territoires. Et oui, réemploi local, effectivement, font bon ménage. Allez, le mot de la fin avant la séance de questions-réponses. Alors, tout d'abord, Fabrice, en complément de ce que dit Yann, et puis ensuite Sophie. Très rapidement, on dit moins cher, mais ça dépend du prisme, parce qu'en fait, recycler des bouteilles, ça coûte de l'argent. C'est pas effectivement, voilà, et ça coûte de l'argent, et ça coûte du CO2, ça coûte. C'est pas les mêmes payeurs en fait. C'est pas le même payeur, mais le coût in fine, quand on regarde, n'oublions pas que réemployer une bouteille en verre, c'est 70% moins de CO2, c'est moins de consommation d'eau, et en fait, en vrai, si on prend le coût global, ça coûte moins cher. Effectivement, prendre eh bien, les coûts de façon exhaustive. Sophie, le mot de la fin sur cet échange, avec notamment un point, c'est qu'on voit bien, et Thelma l'a souligné, que eh bien, l'implication de Citeo est centrale, en tout cas pour que ce modèle soit performant sur le plan économique. Quelques mots sur la visibilité qu'on pourra avoir dans les prochaines années. Oui, je voulais rebondir sur la remarque d'Alexandre. On a bien en tête qu'un élément clé pour que tout le monde s'embarque, c'est d'avoir de la visibilité sur le coût du réemploi. Et aujourd'hui, on n'est pas en mesure encore de donner une vision pluriannuelle de reuse et du coup pour les industriels. Donc on sait que ça manque, on l'a bien en tête. Et je voulais réinsister sur l'importance de la compétitivité du produit réemployable par rapport à l'usage unique. Juste pour dire, on reçoit des mails de consommateurs qui nous envoient des photos des rayons en disant « je ne comprends pas pourquoi le produit consigné est 6, 8, 12 centimes plus cher que l'usage unique » à l'adresse accueil@citeo.com. Donc on est attendu, on sait que collectivement, il faut vraiment qu'on aille vers ça parce qu'on est interpellé sur le sujet. Ce n'est pas vraiment un mot de la fin, mais c'est une anecdote. C'est clair. Merci Sophie. On peut les applaudir. Merci à vous tous quand même parce que c'est un effort de témoignage, de transparence. Il faut les remercier pour cette implication. On a le temps de prendre des questions. Un micro circule dans la salle. Merci de vous présenter avant de poser votre question. Monsieur devant, vous pouvez prendre le micro qui vous est proposé. Merci. Bonjour Guillaume, consultant en économie circulaire. J'avais une question de sémantique, puisque vous disiez à juste titre que c'était hyper important d'embarquer les consommateurs. Or, là, vous parlez de réemploi. J'ai vu les tabliers, vous parlez de PLV, Thelma, pour se remettre au réemploi. Est-ce que, pour moi, c'est la consigne qui est connue du consommateur et pas le terme réemploi? Et même en économie circulaire, côté B2C, côté consommateur, c'est très peu connu le terme réemploi. Pourquoi ce choix de sémantique du coup? Alors, est-ce que le terme réemploi est le meilleur terme auprès du grand public, Fabrice? Alors, vous avez vu que sur les emballages Aircure, il y a marqué emballage réemployable. Donc, Citeo a fait une grosse étude au moment où nous avons fait ça. Donc, il y avait emballage consigné, emballage réemployable, emballage réutilisable. Et en fait, c'est le mot emballage réemployable et réemploi qui est sorti comme étant le meilleur. La consigne ayant à un moment une connotation peut-être plus négative que le mot réemploi. Les emballages sont consignés et réemployables. En tout cas, ça a été testé, c'est le fruit d'une étude. Et ça a été testé sur... Sophie, un complément peut-être? Oui, et n'oublions pas qu'il y a aussi un cadre réglementaire et que dans les textes, ça dit réemployable.
Mais on le sait, hein, on est bien conscient de votre remarque. Et d'ailleurs, on le voit dans la couverture médiatique, c'est systématiquement le mot consigne qui ressort. Ouais. On a le temps de prendre d'autres questions. Oui. Merci. Alors, après, devant, oui, vous pouvez vous présenter. Bonjour, Hugo Marc pour Process Alimentaire. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une question sur le taux de retour. On n'a pas le droit de le communiquer. Mais je voulais savoir si déjà, vous savez si le taux de retour il diffère en fonction des cas de région de test. Est-ce que ce taux de retour aussi il diffère en fonction des références? Et donc, est-ce que vous savez déjà pourquoi le taux de retour est plus important sur certaines références, certaines régions? Et voilà. Bon, allez, on est entre nous. Alexis, allons-y sur les taux de retour. Entre nous. Ouais, voilà. Non, effectivement, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, il y a des vraies disparités entre les territoires, entre les catégories de produits, entre les produits. Fabrice le mentionnait, ça dépend aussi beaucoup de la signalétique, de l'étiquette. Donc oui, il y a plein de facteurs qui viennent faire varier ce taux de retour. Ce qui est intéressant, c'est de bien le comprendre, bien l'interpréter et du coup de pouvoir travailler dessus en fait derrière pour se dire ok, comment je vais pouvoir influer sur ce taux de retour. Donc pour l'instant, on le disait, hein, ça fait quelques mois que la boucle tourne. Donc là maintenant, on va pouvoir en tirer des conclusions et se dire okay, sur quels éléments on a envie de travailler pour que on vienne maximiser ce taux de retour. Voilà. Et est-ce qu'on peut au moins parler d'amplitude? Quand on parle de variation, c'est quoi? C'est du simple au double, de 1 fois 10 enfin... Non mais en grosso modo, ça peut aller jusqu'à 50%. Voilà, sur les produits qui tournent les mieux. Ce qui est intéressant, c'est de voir, ça fait quand même longtemps qu'on fait du réemploi là, entre nous, quelques mois après le démarrage d'une expérimentation, c'est quand même déjà très élevé. Parce que concrètement, il faut éduquer le consommateur, le sensibiliser, il faut qu'il ait le temps de consommer et qu'il rapporte son emballage. Donc en fait, voilà, il faut toutes ces étapes-là avant de se dire qu'il va se retrouver dans les collecteurs. Donc pour nous, c'est déjà des super signaux d'avoir ces taux de retour-là. Et merci beaucoup. Et juste une deuxième question pour les bouteilles iconiques. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça perde un peu le consommateur sur cette idée de standardisation des emballages? Est-ce que du coup, à terme, c'est de n'avoir plus de bouteilles iconiques et que des bouteilles standardisées? En fait, il est hyper important. Ah bah pardon, Alexandre, je pense que c'est mieux. Mais tu vas mieux répondre que moi. Yann d'abord, en fait, il est essentiel que les consommateurs ils aient l'embarras du choix. Et en fait, les emballages iconiques ont leur place aux côtés d'emballages standards. L'intérêt de l'emballage standard, c'est que sur un certain nombre de catégories de produits, en fait, ça fonctionnera très bien. Et on le voit aujourd'hui dans les rayons bière, dans les rayons jus, etc. En fait, tout le monde utilise peu ou prou les mêmes bouteilles. Et donc, si on a un standard réemployable, il est facile de l'adopter. Après, il y a certains emballages iconiques. On a besoin, en fait, que ce qu'on disait tout à l'heure, l'offre est essentielle et donc plus on aura d'emballage, iconique, mieux ce sera. Et après peut-être qu'à un moment il y aura le modèle économique, c'est-à-dire qu'un emballage iconique qui vend des faibles références aura plus intérêt économiquement à passer sur des standards, ou alors ça peut être un choix stratégique et marketing de payer un peu plus cher mais de différenciation. Et ça après ce sera le jeu de chaque industriel. Alexandre, le choix de l'iconique. Oui, si je peux me permettre juste de compléter, j'aimerais faire référence à une étude de l'ADEME de juin 2023 sur l'intérêt du réemploi par rapport à l'usage unique. Cette étude compare un emballage qui n'est pas un emballage nécessairement mutualisé entre plusieurs fournisseurs. Elle fait l'étude juste de l'usage unique versus le réemploi et elle montre que déjà il y a un intérêt en termes d'analyse de cycle de vie d'aller vers du réemploi dès le deuxième usage, et ce, quelle que soit la distance parcourue par cet emballage en France métropolitaine. Donc, même un emballage unique et même réutilisé une seule fois présente déjà un intérêt d'ACV par rapport au reste. Et après, évidemment, c'est décuplé sur de l'emballage mutualisé. C'est très précis. Merci Alexandre pour votre réponse. Une question, et ça sera la dernière avant de passer à la prochaine séquence. Merci de vous présenter. Bonjour, merci. Fernando de New Era. Quelle est votre vision pour le futur? C'est-à-dire, aujourd'hui, on est d'accord que le réemploi, c'est surtout des chaînes d'approvisionnement local, mais si on veut passer vraiment à la grande échelle, à la massification, en Europe,
au-delà de l'Europe, l'exportation, importation de produits alimentaires et non alimentaires qui viennent dans des emballages est énorme. Donc, comment vous envisagez aussi accompagner les metteurs en marché qui vont venir importer des produits en France, que ce soit par exemple en Espagne, Question Allemagne. intéressante, effectivement. Merci. Bah oui, on a parfois un peu franco-français, disons-le. Allez, on s'ouvre les chakras. Et si on regarde au-delà des frontières françaises, le marché, évidemment, il circule, les produits qu'il est, hein. circulent. Allez, Sophie. Merci pour cette question. Elle revient souvent sur le tapis, cette question de travailler aussi avec les pays transfrontaliers. Alors, on ne se l'interdit jamais. On participe dès qu'on en a l'occasion au groupe de travail. Je sais qu'au niveau européen, il y a souvent des groupes de réflexion sur une standardisation d'un emballage à l'échelle européenne. Nous, on n'est pas initiateur de ces démarches. Par contre, on abonde systématiquement parce qu'on pense qu'on a suffisamment de retours d'expérience maintenant pour pouvoir donner et partager les enseignements, faire gagner du temps à ces réflexions. À ma connaissance, elles n'aboutissent pas nécessairement sur des actions concrètes, ne serait-ce que sur le territoire français, faire accepter un design unique, c'est un challenge. On a beaucoup travaillé avec le designer que vous voyez ici sur l'emballage, sur l'étiquette également. Ça me semble encore, je dirais spontanément que les acteurs ne me semblent pas se bousculer pour avoir un standard européen. Mais en tout cas, on contribue à tous les travaux. Et si ce frein, peut-être marketing, c'est peut-être méchant de dire ça, mais si ce frein marketing un jour est levé, ben on sera là pour le déployer. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est tôt par rapport à la maturité des acteurs. Bon, ça sera la prochaine étape. Allez, le mot de la fin, Fabrice. Non, pour reboucler sur ce que tu disais au début, c'est que les acteurs européens sont venus nous rendre visite il y a un mois dans le nord de la France. Ils attendent de voir si ça marche ou si on se plante, peut-être pour enclencher aussi de leur côté. En tout cas, Go Réemploi pourra à terme aussi opérer largement au-delà des frontières. C'est tout ce que je souhaite à Go Réemploi. Et oui, eh bien, veut partager. Merci encore à vous. Vous pouvez les applaudir pour cette séquence instructive sur Reuse.